Bonjour chers candidats à l'immigration canadienne et bienvenue à cette vidéo sur le test d'évaluation de français, en abrégé TEF, du fait divers, en section A. Vous allez entendre une courte conversation entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu peux récupérer mon colis aujourd'hui? Oui, j'ai vu le message du livreur. Il a dit qu'il le laisserait chez le voisin. Non, il l'a déposé au point relais près de l'épicerie. Papa, on peut faire des crêpes aujourd'hui? Bonne idée. On a encore de la farine? Oui, j'ai vérifié. Je vais sortir les œufs. Super. Je chauffe la poêle. La réunion de 14 heures est déplacée à demain. Ah bon? Je l'avais complètement oublié. Tu veux qu'on révise ensemble les points clés? Oui, allons prendre un café et en discuter. Alors, on part toujours samedi matin? Oui. Je prépare les sandwichs vendredi soir, Tu prends ton enceinte Bluetooth? évidemment. Et j'ai chargé les batteries externes. Questions 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question correspondante. Suite à un incident survenu au niveau du système de filtration, la piscine municipale sera contrainte de fermer ses portes à partir de 17 heures ce jour. Tous les cours de natation programmés en soirée sont par conséquent annulés sans possibilité de report. En raison de travaux sur la voie publique, la ligne de bus 23 ne pourra plus marquer l'arrêt Pont-Neuf jusqu'à nouvel ordre. Un arrêt provisoire est désormais accessible rue Lafayette, à environ 300 mètres du précédent arrêt. Merci de votre compréhension.
En raison de fortes rafales de vent annoncées en soirée, le feu d'artifice prévu au parc du château ne pourra être tiré ce soir. Il est exceptionnellement reporté à demain, à la même heure, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Nous informons notre aimable clientèle que, pour permettre la réalisation d'un inventaire annuel, notre magasin fermera exceptionnellement ses portes à 18 heures ce dimanche, soit 2 heures plus tôt que l'horaire habituel. Nous vous remercions de bien vouloir en tenir compte. Questions 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Vous allez entendre des messages diffusés sur un répondeur téléphonique. Pour chaque message, répondez à la question correspondante. Je suis en télétravail aujourd'hui et je rencontre un problème pour accéder au serveur de l'entreprise. J'ai tout redémarré mais rien ne fonctionne. Pouvez-vous me rappeler dès que possible? J'ai un rapport à envoyer avant 17 heures. Je vous contacte parce que le colis livré ce matin est arrivé endommagé. Je ne sais pas si je dois renvoyer le tout ou seulement les articles cassés. Merci de m'indiquer la procédure de retour, je suis joignable toute la journée. Bonjour, je sais que le conseil de quartier se réunit jeudi, mais j'aimerais savoir si je peux intervenir brièvement pour présenter notre projet écologique. Ce serait seulement 5 minutes. Je vous laisse mon numéro au cas où cela serait envisageable. Oui, bonjour, je suis parent d'un élève de terminale, et je viens d'apprendre que la sortie pédagogique de jeudi est annulée. Savez-vous si une autre activité est prévue à la place? Mon fils n'a reçu aucune information précise à ce sujet. Bonjour Madame Faure, suite à notre échange, j'ai bien lu les conditions du contrat. Avant de m'engager, je voudrais juste confirmer un point concernant les frais si le projet devait être annulé.
Est-ce que vous pouvez me rappeler en fin de journée? Salut Julie, je voulais juste te prévenir que je ne pourrai pas passer ce week-end finalement. C'est compliqué à expliquer par message, mais on pourra en parler la semaine prochaine si tu veux. Encore désolé pour ce changement de dernière minute. Question 15 à 20. Micro-trottoir. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'interdiction des téléphones portables dans les lycées? Indiquez si la personne interrogée, A, est complètement favorable. B, est plutôt favorable. C, est plutôt contre. D, est complètement contre. Je vois bien que certains en abusent, c'est sûr. Mais bon, c'est aussi un outil de travail maintenant, pas juste une distraction. Interdire totalement? Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution. En théorie, je trouve ça pertinent. Après, dans la pratique, il faudra voir comment c'est appliqué. Si c'est juste pour les cours, d'accord. Mais interdire tout le temps? Je suis un peu partagée. On a réussi à apprendre avant les smartphones, non? Et là, on voit bien que ça perturbe la concentration. Honnêtement, je pense qu'il faut trancher net. Pas de téléphone en classe. Point final. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Les influenceurs devraient-ils avoir les mêmes obligations publicitaires que les médias? Indiquez si la personne interrogée, A, c'est absolument nécessaire. B, une certaine liberté doit rester. C, le problème existe, mais les règles seraient peu efficaces. D, il n'y a pas lieu d'intervenir davantage. Franchement, avec l'influence qu'ils ont sur les jeunes, on ne peut pas continuer à laisser passer des contenus sponsorisés sans mention. Il faut un cadre clair, comme pour les médias. Sinon, c'est la porte ouverte à tout.
Je comprends l'intention, mais on ne parle pas de la même chose. Les influenceurs créent un lien direct, moins formaté. Si on commence à tout encadrer, on tue un peu leur spontanéité, non? Oui, c'est flou parfois. Mais bon, même si on impose des règles, qui va vérifier? Et puis, ils trouveront toujours un moyen de contourner. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Questions 21 à 22. Chronique radio. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. De plus en plus d'universités canadiennes proposent des diplômes entièrement à distance, accessibles depuis l'étranger. Cette évolution, accélérée par la pandémie, séduit un public large, étudiants étrangers, adultes en reconversion ou parents souhaitant étudier à leur rythme. Mais certains critiques s'inquiètent d'une standardisation des contenus et d'une perte de lien social. Un professeur interrogé note que, si ces formations sont pratiques, elles risquent de réduire la diversité des échanges. D'autres saluent une démocratisation de l'accès au savoir, notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens de déménager. La chronique conclut que l'enjeu principal réside dans la qualité des interactions et la reconnaissance de ces diplômes à l'international. Depuis quelques années, une tendance se développe dans plusieurs grandes villes, les zones sans emballage. Supermarchés, marchés de quartier et même certaines boulangeries proposent désormais aux clients de venir avec leurs propres contenants. Le but affiché est de réduire drastiquement les déchets plastiques à usage unique. Si l'initiative est saluée par les écologistes, elle soulève aussi des défis logistiques. Hygiène, coûts pour les commerçants, adaptation des chaînes de distribution. Certains consommateurs avouent ne pas toujours penser à prendre leurs bocaux. La chronique souligne qu'au-delà du geste individuel, c'est une transformation globale des habitudes de production et de vente qui est en jeu.
Questions 23 à 28 interview. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Vous défendez l'idée que certaines odeurs urbaines devraient être protégées, comme un patrimoine sensoriel. C'est assez inattendu. C'est vrai, mais pensez grec, l'odeur du pain au petit matin, des vieux livres dans une bibliothèque, ou même celle des pavés mouillés après la pluie. Ces senteurs racontent une ville autant que son architecture. Mais ces odeurs ne sont-elles pas éphémères par nature? Justement. Et c'est ce qui les rend précieuses. Aujourd'hui, avec l'aseptisation, les climatisations, les matériaux synthétiques, les villes perdent leur identité olfactive. On standardise même l'air. Cela pourrait-il vraiment affecter notre mémoire ou notre lien au lieu? Absolument. L'odorat est directement lié à la mémoire émotionnelle. Supprimer ces repères sensoriels, c'est couper le fil invisible qui nous relie à l'histoire intime des lieux. Vous avez enquêté sur le recours au contact tactique par les forces de l'ordre. Que faut-il en comprendre? C'est une technique utilisée au Royaume-Uni depuis quelques années. La police percute volontairement des scooters pour les arrêter. L'objectif est clair, faire cesser les rodéos urbains et les refus d'obtempérer. Les résultats sont là, les infractions ont chuté de manière significative. Mais cette méthode est-elle sans danger? Non, et c'est bien le problème. Même encadrée, elle a déjà causé des blessures graves, notamment sur des mineurs. Certains dénoncent une réponse disproportionnée. D'autres la défendent en disant qu'elle est plus précise que le tasé, et qu'elle évite de longues courses-poursuites. Vous avez récemment proposé de restreindre l'accès à certains sommets emblématiques, comme l'Everest ou le Mont Blanc. Pourquoi cette idée, qui semble aller à l'encontre de l'ouverture à la nature? Parce qu'on assiste à une banalisation de l'extraordinaire. Gravir un sommet est devenu un produit touristique, avec file d'attente à 8000 mètres, selfie en série et même abandon de déchets toxiques.
on transforme ces lieux en zones de consommation, au détriment de leur fragilité. Mais cela ne revient-il pas à réserver la montagne à une élite sportive ou financière? Pas du tout. L'objectif n'est pas de priver, mais de responsabiliser. Ces sommets sont des symboles, d'efforts, de dépassement, de silence aussi. Monter sans préparation, c'est trahir leur sens. Certaines cultures considèrent même ces lieux comme sacrés. En les protégeant, on protège aussi une part de notre imaginaire collectif. Reportage. Vous allez entendre un reportage. Écoutez bien et répondez aux questions. Dans un monde où la performance, l'efficacité et l'optimisation sont devenus des idéaux collectifs, certaines voix s'élèvent pour défendre un droit à l'imperfection. Derrière cette idée provocatrice se cache une réflexion de fond. Faut-il continuer à valoriser des individus uniquement en fonction de leurs résultats mesurables? Des chercheurs en psychologie sociale alertent sur les effets délétères de ce qu'ils appellent la culture de la perfection constante. Augmentation du stress chronique, perte de créativité, sentiment de dévalorisation dès qu'une erreur survient. Dans les écoles, comme dans les entreprises, l'échec est encore largement perçu comme une faiblesse, voire une faute. Résultat, on ose moins, on innove moins, on se replie. Au Danemark, certaines entreprises expérimentent des journées sans pression de performance, où l'on valorise les processus plutôt que les résultats. Au Japon, des campagnes publiques incitent les citoyens à partager leurs erreurs sur des forums anonymes pour en faire un levier d'apprentissage collectif. Et en France, une proposition de loi, encore symbolique, vise à intégrer le droit à l'erreur dans le Code du travail. Mais ces initiatives suscitent aussi des réticences. Certains y voient une menace à la compétitivité. Si tout le monde a le droit de se tromper, comment garantir l'excellence? Demande un chef d'entreprise. Pour d'autres, cela revient à légitimer la médiocrité. Le débat pose une question essentielle. Dans une société ultra connectée, où la moindre faille est scrutée, partagée, moquée, notamment sur les réseaux, a-t-on encore le droit d'être vulnérable sans risquer l'exclusion? Et si le droit à l'imperfection devenait une nouvelle forme de progrès social, aussi cruciale que le droit à la santé ou à l'éducation? Questions 31 à 40. Documents divers. Vous allez entendre 10 documents divers. Pour chaque document, répondez à la question. Depuis le mois dernier, une bibliothèque municipale teste un programme de lecture nocturne à la bougie. Inspirée des salons littéraires d'autrefois, cette initiative vise à ralentir le rythme de lecture et à favoriser une ambiance intime. Aucun appareil électronique n'est autorisé, pas même les liseuses. Malgré quelques réticences au départ, l'expérience séduit un public de plus en plus large, notamment des étudiants et des personnes âgées.
Certains bibliothécaires espèrent que ce type d'événement pourra recréer du lien social dans des quartiers en perte de repères. À Saint-Benoît, une commune de 6 000 habitants, le maire a instauré des journées sans voiture un mercredi sur deux. L'objectif affiché est écologique, mais les bénéfices sociaux émergent, les enfants jouent dans la rue, les voisins échangent davantage, et plusieurs commerçants constatent une hausse de fréquentation. Bien que certaines familles se plaignent des contraintes logistiques, le conseil municipal note un apaisement global de la vie locale. L'initiative pourrait être étendue à d'autres jours si les résultats se confirment à long terme. Depuis janvier, le tribunal de Lyon teste les audiences filmées. Les prévenus peuvent, s'ils le souhaitent, assister à leur jugement en visioconférence, depuis un autre bâtiment sécurisé. Si cela fluidifie la logistique judiciaire, plusieurs avocats dénoncent une déshumanisation des procédures. L'écran réduit la spontanéité des échanges et rend plus difficile l'évaluation de la sincérité. La chancellerie, elle, y voit une solution moderne pour désengorger les coûts et mieux gérer les transferts de détenus. Un bilan d'expérimentation est attendu avant généralisation. En France, un nouveau dispositif permet à certains détenus en fin de peine de suivre une formation professionnelle directement en entreprise. L'idée, faciliter leur réinsertion en créant un lien concret avec le monde du travail. Si certains syndicats pénitentiaires saluent l'initiative, d'autres s'inquiètent. La sélection des participants semble floue et les conditions de travail peu encadrées. Des chefs d'entreprise, eux, parlent d'un acte citoyen, tout en reconnaissant une certaine pression médiatique. Une évaluation de l'impact réel sur la récidive est en cours. Mais pour les associations d'aide aux ex-détenus, le changement de regard compte autant que les statistiques. Une récente expérimentation menée dans 3 communes françaises a offert à 200 volontaires un revenu mensuel inconditionnel de 900 € pendant 2 ans. Si les bénéficiaires parlent d'un soulagement psychologique immédiat, les retours divergent ailleurs. Certains élus locaux y voient un levier pour stimuler l'engagement associatif ou la reconversion professionnelle. D'autres dénoncent une dérive assistentielle déconnectée des réalités économiques. L'étude en cours vise à évaluer non seulement les effets sur l'emploi, mais aussi sur la cohésion sociale. Car au-delà des chiffres, ce que révèle le projet, c'est le regard que chacun porte sur la notion de mérite et de justice.
En 20 ans, le nombre de bancs publics a chuté de près de 40% dans plusieurs grandes villes européennes. Officiellement, les municipalités invoquent la lutte contre les attroupements, la gestion des flux ou encore le vandalisme. Mais pour certains urbanistes, cette disparition traduit une tendance plus inquiétante, celle d'une ville conçue pour circuler, pas pour s'arrêter. Les sans-abri en sont les premiers touchés, mais pas seulement, personnes âgées, femmes enceintes, promeneurs. Tous sont concernés. Le débat ne porte donc pas seulement sur du mobilier urbain, mais sur une vision du vivre ensemble. La ville moderne a-t-elle encore une place pour le repos gratuit ? Depuis quelques années, on assiste à un retour des prénoms anciens dans les maternités françaises. Léon, Marguerite, Augustin ou Jeanne figurent à nouveau en tête des classements. Pour certains parents, ces prénoms rappellent les racines familiales. Pour d'autres, c'est une manière de se démarquer dans un monde très moderne. Des sociologues y voient un besoin de stabilité, un retour à des valeurs perçues comme intemporelles. Mais tout le monde n'apprécie pas ce phénomène. Certains trouvent ces prénoms trop sérieux pour des enfants, d'autres y voient une forme de nostalgie excessive. En tout cas, le débat est lancé. Dans certains quartiers branchés de Tokyo, New York ou Berlin, faire la queue devient une expérience sociale à part entière. Devant un café célèbre, une boutique éphémère ou une exposition temporaire, l'attente est souvent longue et pourtant acceptée, voire recherchée. Selon une sociologue interrogée, cette pratique transforme l'attente en moment d'observation, de rencontre, voire d'appartenance. On fait la queue non seulement pour accéder à un produit, mais aussi pour participer à un phénomène collectif. Certains y voient une stratégie marketing habile. Plus la file est longue, plus le lieu paraît désirable. Mais cette tendance n'est pas sans critique. Elle peut renforcer des logiques d'exclusion ou créer un sentiment d'élitisme urbain. Alors que la mode a longtemps été un moyen d'expression personnelle, une tendance inverse se développe, celle des vêtements muets. Couleur neutre, absence de logo, coupe minimaliste. Ces vêtements, choisis pour ne rien dire de particulier, séduisent une partie des jeunes actifs urbains. Pour eux, se fondre dans l'environnement est un luxe dans un monde saturé de stimuli. Une chercheuse en esthétique parle d'un refus conscient du récit vestimentaire. Certains y voient une posture presque philosophique, celle du retrait, du silence visuel. Mais d'autres dénoncent un conformisme déguisé, voire une manière subtile d'afficher une appartenance sociale par la sobriété. Ce qui est sûr, c'est que l'effacement est devenu un style en soi. On parle d'architecture invisible pour désigner ces éléments urbains que l'on ne remarque pas consciemment, mais qui influencent nos comportements.
Les angles arrondis qui invitent à ralentir, les bancs trop courts pour empêcher de s'allonger, ou encore les couleurs utilisées dans certaines stations pour apaiser les usagers. Ces choix, souvent issus d'une réflexion en design urbain, modifient notre manière de marcher, de nous asseoir, ou même de rester quelque part. Une chercheuse en aménagement public affirme que cette architecture agit comme une forme douce de gouvernance. Elle n'impose pas, mais oriente. Pourtant, certains critiquent cette approche comme étant trop discrète. Quand le contrôle devient invisible, peut-on encore le remettre en question ?